Un champion du monde au tapis et un Lando Norris de retour au sommet. On est ici pour analyser ce Grand Prix d'Autriche avec Baptiste Lefiliade. Salut Baptiste. Salut Raphaël, comment ça va ? La forme et toi ? Ça va super, très content de te retrouver après une petite pause de 2 semaines. Là, on n'avait pas eu de Grand Prix le week-end dernier, donc c'est cool de se retrouver. On va pouvoir parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Ouais, je trouve que c'est de toute façon un rythme un petit peu plus digeste même pour nous parce qu'enchaîner tous les Grands Prix, c'est pour ça qu'on avait fait une pause sur le dernier triple header aussi. Avoir des courses toutes les semaines. Quentin qui devait régler ses problèmes de couple, le pauvre. Évidemment, ben là, c'est pour ça qu'il est absent. C'est pour ça qu'il est absent aujourd'hui parce que vous savez, il a de très très gros problèmes de couple maintenant, Quentin. Donc forcément, il est un petit peu moins disponible. Donc on va se retrouver à deux sur ce podcast, un petit peu amputé d'un de nos pilotes comme Williams lors du début de ce Grand Prix d'Autriche. Justement, on va commencer par parler de l'équipe de James Valls. Avec encore des problèmes pour Williams, et puis ça a démarré lors du tour de formation, Baptiste, avec Carlos Sainz qui n'a même pas pu prendre le départ de ce Grand Prix. Ouais, décidément les ennuis qui s'accumulent pour Williams. Carlos Sainz qui a calé sur la grille de départ tout simplement au moment de prendre la piste pour le tour de formation. Un problème visiblement au niveau des freins arrière, quelque chose bloquait la voiture selon les dires de l'Espagnol. Il a finalement pu partir et s'est lancé pour un tour de formation hyper rapide parce qu'il voulait absolument rattraper le peloton qui terminait lui déjà le tour de formation. Et au final, il n'a pas pu prendre le départ en raison de ce problème de frein. Et puis Alex Albon, lui, il a bien pu prendre le départ, mais au bout de quelques tours seulement, il a dû abandonner pour une surchauffe moteur. Troisième abandon de suite déjà. Troisième abandon de suite tout court pour Alex Albon. C'est hallucinant, c'est très rare, je pense. Ces derniers temps, ça n'a pas dû arriver beaucoup en Formule 1. Non, là, en plus sur cette saison, ce sont ces 3 abandons, justement, et les 3 de suite. Lui qui avait plutôt bien commencé la saison, justement, avec un Carlos Sainz qui avait remonté un petit peu la pente, qui avait connu 2-3 déboires, pareil, mais qui était un petit peu plus espacé. Et puis en fait, Williams, qu'on avait vu en bonne forme au début de saison, finalement, on se retrouve vraiment en galère sur ces dernières courses et on n'est pas dans la dynamique qu'on avait imaginé quelques podcasts auparavant. Non, mais c'est clair, ils ont démarré tambour battant la saison. Albon a fait un début de saison extraordinaire, il était quasiment tout le temps dans les points. Sainz l'a rejoint ensuite, ils ont fait quelques courses où ils ont tous les deux terminé dans les points. Et là, ça cale depuis quelques courses pour Williams. Donc à voir si ils vont réussir à régler ces problèmes de fiabilité avec le moteur Mercedes. C'est assez curieux de voir l'écurie connaître ce coup de mou. Ouais, mais moteur Mercedes qui justement a montré quelques failles même du côté de l'écurie de Mercedes ces derniers temps. Justement, on le disait, pendant plus de 10 ans, le moteur avait montré aucun signe, aucun manquement au niveau de la fiabilité. Et puis là, ces derniers temps, c'est beaucoup plus compliqué pour les moteurs Mercedes. Ouais, on se souvient de l'abandon de Kimi Antonelli à Imola pour son Grand Prix à domicile. Effectivement, un problème moteur. Il me semble qu'il y avait eu George Russell, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu des petits soucis moteurs auparavant. Donc c'est dommage. Après, voilà, Williams, quand on regarde le classement constructeur, ils ont quand même un petit matelas d'avance sur la concurrence. Ils sont 5e avec 55 points. Ils ont 19 points d'avance sur Racing Bull qui est la 6e écurie. Donc ils ont de quoi voir venir, mais il ne faudrait pas que la spirale négative continue et qu'elle s'enraye rapidement. Ouais, parce que les gros points marqués, c'est notamment Alex Albon qui était là depuis quelques saisons déjà, mais qui avait marqué plusieurs fois de gros points dans ce début de saison. Dès la première course, il avait fini 5e en Australie, lui permettant de marquer 10 gros points pour l'écurie Williams. On se disait que ça avait très bien commencé, puis que Carlos Sainz se mettrait un petit peu à la page, forcément avec ce temps d'adaptation. Bien sûr. Et puis Carlos Sainz, qui avait commencé à marquer quelques points à partir qui avait marqué assez rapidement en Chine, mais qui avait commencé à trouver son rythme, on va dire, à partir de l'Arabie Saoudite. Et puis finalement, ça s'est un petit peu enrayé de son côté et même du côté d'Alex Albon. Bon, après, voilà, on est un petit peu alarmiste, forcément. On en parle du fait que de la spirale négative de Williams. Il faut quand même rappeler qu'Alex Albon, à l'heure actuelle, c'est le meilleur, le best of the rest, comme on dit, le meilleur pilote des autres, finalement. Au-delà des 4 mastodontes que sont McLaren, Mercedes, Ferrari et Red Bull, il est 8e au championnat des pilotes avec 42 points, largement devant Esteban Ocon qui est 9e avec 23 points. Donc voilà, c'est à nuancer aussi. Williams a de quoi voir venir. Mais encore une fois, la dynamique peut paraître compliquée et on sait qu'il suffit de quelques courses pour que tout de suite il y ait une tendance qui s'inverse et que ça impacte durement l'écurie sur le reste de la saison. Là, pour te donner un exemple, c'est 4 points marqués Williams depuis le Grand Prix d'Imola. Donc après Imola, ils ont marqué que 4 points, c'est autant que Alpine seulement. Ouais, des fois ça arrive, tu sais, après que les écuries connaissent de très mauvaises périodes. Je me rappelle notamment de Ferrari l'année dernière. On se rappelle, à partir du Grand Prix du Canada, ils avaient connu une sale période, un sale mois de juin 2024. Ce qui leur a coûté finalement le championnat du monde. Ce qui leur a sans doute coûté le championnat du monde, effectivement, parce qu'il y avait eu une quinzaine de points d'écart seulement entre McLaren et Ferrari à la fin de la saison.
Donc voilà, ça arrive. Après, voilà, on sait qu'il y a de la perfo, on sait que les deux pilotes, ils ont quand même un duo de pilotes qui est hyper complémentaire et qui score de gros points et qui est expérimenté maintenant. Les deux, ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont en Formule 1, Alex Albon et Carlos Sainz. Oui, ils ont l'expérience pour se Je relever. suis pas tant inquiet que ça finalement. Bien sûr. Puis encore une fois, on n'est pas sur une autre saison où on est là pour aller chercher le maximum de performance et le maximum de résultats. On est sur la dernière peut-être saison de transition et de construction pour Williams avant la nouvelle réglementation. Justement, c'est encore ce dernier joker qu'ils peuvent griller cette saison. Et puis on se rappelle que voilà, effectivement, comme tu le dis, Williams se tourne déjà vers 2026, c'est un petit peu délaissé, arrêté le développement de sa voiture 2025 et ils ont bien raison parce que il faut commencer à louer les ressources. C'est déjà demain. Oui, c'est ça. Là, on est vraiment à l'été 2025, donc on est vraiment on est sur la bascule complète vers la saison 2026. Et puis, tout à fait. Du côté de ceux qui ont un petit peu plus performé, hier, on a Liam Lawson, notamment, qui fait un petit retour en grâce ces derniers temps et puis qui a connu un week-end assez bon avec une bonne qualification. P6 au départ, P6 à l'arrivée. Il marque de gros points et se redonne confiance, le pilote. Ouais, et puis ça aurait pu se terminer beaucoup plus tôt que prévu pour Lawson. Il a échappé de peu au carnage du premier tour. Ouais. Mais ouais, ça fait plaisir pour lui parce que il était en grande difficulté dans ce début de saison. On va pas rappeler. C'est son aventure éphémère chez Red Bull qui aura duré 2 courses. Et même, c'est vrai que depuis qu'il était revenu chez Racing Bulls, il était, j'allais dire, mis à l'amende. En tout cas, il était. Mentalement, il était atteint. Donc forcément, il était clairement en dessous de Hadjar. Hadjar le battait pratiquement à chaque qualif et chaque course. Là, voilà, ça a tourné en sa faveur ce week-end. Ça fait plaisir de voir le Néo-Zélandais de retour performer. Voilà, des gros points marqués à la fois pour lui et pour son équipe. Voilà, 6e place. On l'a pas beaucoup vu à l'écran, mais il a fait sa course. Non, voilà, c'est ça. Il était dans son rythme, il construisait sa course tranquillement, comme d'autres. On va y revenir sur d'autres, mais il a fait une bonne course, quoi, finalement. C'est clair, voilà. Et Racing Bulls qui continue de marquer des gros points. Quand c'est pas Hadjar, c'est Lawson. Oui, c'est ça. C'est que là, c'est important aussi que Lawson revienne en forme parce que là, on a un Hadjar qui, depuis 2 courses, ne marque pas de points. Après avoir connu une très bonne période où il scorait quasiment à chaque course. C'est important aussi d'avoir ce deuxième pilote ou ce duo de pilotes qui arrive à compenser les déboires de l'autre. Le fameux deuxième pilote que n'a pas Red Bull justement quand Verstappen ne performe pas, et c'est ce qu'on a vu ce week-end. Oui, mais encore une fois, ça c'est un petit peu à cause de la voiture, parce que là on a un Lawson qui trouve seulement la deuxième fois. Quand Verstappen n'est pas là, bien sûr, mais là on a un Tsunoda qui, mon Dieu, le pauvre, il n'y arrive pas. Il le dit lui-même, il fait mais je peux pas, j'arrive pas, je performe beaucoup moins bien que quand j'étais chez Racing Bulls, et ça se voit. Et puis dur. Même dans la course, en fait, au-delà de la performance pure, c'est que tu sens qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas en confiance. Il n'y a qu'à voir le mouvement, la tentative de dépassement sur Colapinto qui lui vaut 10 secondes de pénalité, sous virage. Le tête à queue au virage 4, effectivement, qui envoie Colapinto dans le bac à gravier ou presque, parce que finalement Colapinto a réussi à très bien rattraper sa voiture et à repartir directement. Mais c'est vrai que Yuki Tsunoda a eu son aileron avant abîmé à cause de cette manœuvre. Puis après, on l'a vu, il a eu extrêmement de mal. Il a eu toutes les peines du monde à ramener cette voiture jusqu'au bout de la course. Et il termine bon dernier, 16e, avec 2 tours de retard. Je crois qu'il s'arrête 4 fois, 3 fois ou 4 fois. Le pilote japonais, il s'arrête 3 fois. 3 fois, c'est ça. Il a chaussé de toutes les gommes. Il a fait du médium, du hard. Il a repassé au médium. Puis en fait, il a chaussé des softs pour la fin de course. Mais c'était une grande séance d'essai libre pour lui. Ah bah oui, mais le problème c'est que c'est en train de s'accumuler pour le pilote japonais. Et puis là, tu vois, on parle du virage 4 où il prend sa pénalité. Le virage 4, par exemple, on est habitué, on sait que c'est déjà arrivé sur ce virage justement qui est tentative à l'intérieur, puis un petit peu de sous-virage et t'envoies l'adversaire en tête à queue. Moi, ce dont j'ai peur justement, c'est que ça arrive bientôt sur des moments où t'es un petit peu moins préparé, dans le sens où il va, à mon avis, continuer à enchaîner les erreurs, mais parce qu'il va manquer de confiance. Il est arrivé chez Red Bull et ok, il n'avait pas le rythme, mais c'était principalement dû à la voiture. Au moins dans sa tête, il sortait d'une grosse performance sur les 2 premières courses avec Racing Bulls. Là, ça va aller de mal en pis pour lui, pour Yuki Tsunoda. Je sais pas, figure-toi, parce que j'entends tes arguments. Mais il faut se dire aussi que on vit possiblement la dernière année en Formule 1 de Yuki Tsunoda, parce qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison justement 2025 avec Red Bull. On sait qu'il ne sera probablement pas conservé par l'écurie autrichienne, ni par Racing Bulls par la même occasion. Et donc, comme il est sans contrat pour l'année prochaine, il doit tout donner pour prouver qu'il mérite sa place et qu'une autre écurie s'intéresse à lui. Ça peut être Aston Martin, ça peut être Cadillac notamment, qui va entrer en Formule 1 l'année prochaine. Donc, étant donné qu'il n'a pas de contrat l'année prochaine,
il faut qu'il donne tout et entre guillemets, il a rien à perdre, tout à gagner. Oui, mais est-ce que la voiture lui permet de se montrer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vaux pas mieux d'être dans une Kick Sauber ou dans une Alpine pour te montrer que d'être dans une Red Bull? Non, je regarde les performances. Je suis pas d'accord avec toi. Non, pour le coup. Tu peux rien montrer quand tu es dans cette. Tu m'aurais dit une Racing Bulls ou une Williams, là je t'aurais dit oui, bien sûr. De là honnêtement, je pense que je préfère quand même être dans la deuxième Red Bull que dans une Sauber ou dans une Alpine actuellement. Franchement, je sais pas dans laquelle tu prends le plus de plaisir à. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que, étant donné qu'il n'a pas de contrat l'année prochaine, je pense que Tsunoda, s'il a toujours faim, hein, bien sûr, mais va tout donner et je pense que justement il va être gonflé à bloc pour délivrer des performances. Après, est-ce que sa voiture lui permettra de finir dans les points régulièrement, de faire des top 5, peut-être même des podiums? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué aussi, mais sait-on jamais, il est capable de coups d'éclat. Donc, ouais, mais encore une fois, là, un coup d'éclat avec cette Red Bull, c'est quoi? C'est rentrer dans les points. Parce qu'il n'est pas rentré une seule fois dans les points, je crois, depuis qu'il est chez Red Bull. Il a fait des top 10. Mais c'est sûr qu'il est peut-être sans doute moins à l'aise que lorsqu'il était chez Racing Bulls. Maintenant, voilà, moi j'attends de voir et je pense que Tsunoda n'a pas encore dit son dernier mot. Ouais, moi je te le dis, ça me paraît compliqué. Oui, je viens de vérifier. Il a fait quelques top 10 en effet depuis qu'il est passé chez Red Bull. Bien sûr que ça paraît compliqué. Mais tu vois, c'est seulement 3 fois dans les points finalement. Ne l'avront pas vaincu. Je le trouve pas dans le même état que Sergio Pérez l'année dernière, qui était complètement abattu et qui se laissait complètement submerger. Sergio Pérez, ça faisait quand même un moment qu'il subissait. Oui, c'est vrai. Mais je le sens pas dans ce même état d'esprit et moi je pense que. J'espère pas pour lui que ça va se passer. Faut se méfier du look d'or. Mais encore une fois, ce deuxième baquet à Red Bull, c'est un enfer. Et je te le dis, moi je préférerais, de mon point de vue extérieur, encore une fois, je préférerais dans une voiture qui performe moins, mais qui est quand même peut-être un peu plus facile à comprendre et à manier que dans cette Red Bull qui a l'air d'être un enfer. Ne mettez pas Adjar, s'il vous plaît, Helmut Marko. Non, ne mettez pas Isaac dans la Red Bull. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que même lui a changé de discours par rapport à ce qu'il pouvait dire l'année dernière quand il voulait son baquet. Non, je ne suis pas prêt à aller chez Red Bull. C'est très bien. En début de saison, ouais, je suis prêt. Plus qu'après 5 courses. Non, c'est bon, les gars. Je suis bien chez Racing Bulls. Je suis bien chez la petite sœur. Laissez-moi tranquille. Et puis un autre rookie qui a performé ce week-end, c'est Gabriel Bortoleto qui a marqué ses premiers points en Formule 1, P8 à l'arrivée avec une super bataille avec Fernando Alonso à la fin, en fin de course, qui a été un petit peu dérangé par les McLaren qui prenaient un tour aux deux retardataires, mais Gabriel Bortoleto, le pilote brésilien, qui marque ses premiers points en Formule 1. Ouais, le manager face au manager, on a eu une belle bataille, effectivement, tu l'as dit, entre Alonso et Bortoleto. Et ça y est, ouais, effectivement, ça commençait à faire un petit moment là que Bortoleto attendait de marquer ses premiers points. Et voilà, il aura fallu attendre ce Grand Prix d'Autriche pour le voir performer. Ça corrèle avec les très bonnes performances de Sauber ces dernières courses. On se souvient notamment de la 5e place sortie de nulle part pratiquement de Nico Hülkenberg au Grand Prix d'Espagne. Ouais. Et voilà, cette voiture progresse et on le voit avec Bortoleto 8e et surtout Hülkenberg aussi qui est 9e, qu'enchaîne les courses dans les points. C'est troisième course de suite dans les points pour Hülkenberg. Absolument, et c'est la première fois du coup depuis le début de saison que Sauber place ces deux voitures dans les points. Donc c'est cool, ça fait du bien de voir, ça fait plaisir de voir cette écurie. Ouais, 20 points marqués en 3 courses, là c'est fort pour l'écurie. Parce que bon, là ça faisait un petit moment, on se rappelle de la saison dernière où ils ont attendu l'avant-dernière course pour marquer leur seul point de la saison, 4 points grâce à Guan Yu Zhou au Grand Prix du Qatar. Donc voilà, mais là ça va, ils avaient mieux commencé de toute façon la saison avec des points directement dès le premier Grand Prix en Australie. C'est ça. Avec le scénario qu'on connaît qui leur avait permis de scorer. Mais là, oui, une bonne phase pour Hülkenberg et Bortoleto qui marquent de gros points importants, encore une fois, au classement constructeur aussi, parce qu'ils sont plus derniers. C'est ça, ils sont 9e, ils ont 26 points, donc beaucoup plus que l'année dernière. Alpine en a combien? 11 là des points? On le rappelle, Alpine en a 11, Alpine est bonne dernière. 15 points de retard. Elle est là, notre écurie française. Elle est là, elle a le mérite d'exister, écoute. Ouais, elle n'existe pas en piste en tout cas. Non. D'ailleurs, est-ce qu'on n'en parlerait pas maintenant de cette écurie-là? Alors, par quoi tu veux commencer? Par les performances terribles? Par Colapinto qui gêne Lando Norris? Non, déjà, dire que c'est quand même regrettable parce que Gasly a fait une super qualif, donc c'est quand même vachement dommage que. En plus, il s'en sort bien en tour 1. Il gagne 4 places suite à l'accrochage de Kimi Antonelli. Il est 6ème, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. À la fin de la safety car, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et au final, non, il a galéré comme pas possible avec sa voiture. On l'a entendu plusieurs fois se plaindre à la radio pendant la course. Quand il a passé les hards, il avait plus de grip, c'est tout simple. C'est ce qu'il a dit. Il a fait les gars, à l'agonie. Énervé. Il n'arrivait pas à trouver d'adhérence avec les pneus hard sur le point de spin à chaque virage, comme il le disait. Donc, Bon, après, c'est pas propre à lui. On a vu quand même beaucoup de pilotes, notamment les McLaren. On les a vu quand même bien glisser. Oui, mais Pascal bataillait les McLaren. Pascal bataillait, mais Gasly aussi a bataillé à certains moments. Bon, il se faisait dépasser à chaque fois ou presque, mais
Ah, mais quand même. Mais ouais, effectivement, c'est dommage parce que bon, voilà, tu te dis, il est 6ème après, au 3e tour après la relance de la safety car. Il termine 13ème. C'est quand même vraiment dommage. Cette écurie qui décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est dommage. Je sais pas ce que ça veut chez Alpine, puisqu'on sera encore entré en contact avec un autre pilote pour remplacer le second pilote. Oui, alors c'est pas pour remplacer Gasly, c'est pour remplacer Colapinto. Oui. Mais absolument, ouais, Briatore qui serait pas content des performances de Franco Colapinto et qui songerait visiblement à le remplacer par Valtteri Bottas, un visage bien connu du paddock. Hein. Mais je souhaite en fait pour Bottas qu'il aille pas là-bas. Mais en fait, moi je pensais que c'était toi, Raphaël, qu'ils allaient prendre. C'est ce qu'on avait défini. Après il y a Spa, quelques normalement courses, ça devait être toi, oui, non ? Ça devait être moi. Mais... C'est ça, j'étais très heureux d'apprendre ça. Non, mais voilà, ça prouve encore une fois l'instabilité. Sachant que c'est pas les pilotes les problèmes, quoi. C'est vraiment pas le pilote. Bien sûr, c'est ça. Et puis de toute façon, déjà, premièrement, comment tu veux mettre un pilote en confiance quand tu lui mets un contrat de 5 courses seulement ? C'est pas du tout le mettre dans des conditions optimales pour le faire progresser et le faire performer et contribuer au développement de la voiture. Et puis voilà, c'est effectivement, comme tu le dis, le problème, c'est pas le pilote. Je pense que même si tu mettais Hamilton ou Norris ou Verstappen actuellement, je pense qu'ils peineraient grandement tous à rentrer dans le top 10 avec cette voiture. Donc c'est pas en changeant le pilote comme tu changes de chemise que ça va marcher, quoi. Sur un tour, elle peut performer cette voiture, on l'a vu, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il faut extraire de cette monoplace pour arriver à chercher une Q3 ? Waouh, on a vu un Pierre Gasly une stratégie très agressive, mais tu la payes en course, quoi. Comme on a pu le voir avec Gasly ce week-end, c'est clair. Non, mais voilà, j'ai vu cette semaine la vidéo de Despiello sur la chute d'Alpine, que je vous conseille vivement d'aller voir si vous ne l'avez pas vue. Elle dure 25 minutes, mais elle est hyper intéressante. Et puis il se lâche en fait dedans aussi. Hein. Ouais, mais c'est super intéressant justement parce que ce mec-là, tu vois, il a quand même bossé avec cette écurie. On lui a d'ailleurs reproché à plusieurs reprises de trop collaborer, d'être trop complaisant justement vis-à-vis d'Alpine. Et là, tu vois qu'il est clairement objectif et il n'hésite pas entre guillemets à les dézinguer et à expliquer quel est le problème de cette marque. Et pas seulement de l'écurie de Formule 1, mais de la marque Alpine en tant que telle dans sa globalité. Et c'est super intéressant vraiment et ça permet vraiment de comprendre la galère dans laquelle se trouve l'écurie. Et encore une fois, on annonce des objectifs de podium dans 2-3 ans et tout, mais le chemin est très 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 long avant d'arriver jusqu'ici. Ouais. Je pense pas qu'on ait besoin de lui faire de pub, mais on mettra quand même le lien de sa vidéo en description, mais parce que c'est vraiment très intéressant. Regarde Despiello, si tu passes par là, tu es le bienvenu. Quand tu veux sur le podcast, quand tu veux. On parle de Formule 1 avec toi quand tu veux, il y a pas de souci. C'est clair. Alpine, donc du coup Valtteri Bottas qui pourrait rejoindre l'écurie, mais encore une fois, cette nouvelle, moi je la prends en mode qu'est-ce que j'en ai à faire ? Je suis désolé, mais j'en ai rien à faire que le pilote il change. C'est triste pour Colapinto parce qu'il mérite pas ça. C'est même triste peut-être pour Bottas qui va arriver et qui va se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il est encore une fois dans une équipe où ça marche pas du tout comme il faut. Ouais, et puis en plus, honnêtement, je doute aussi de la motivation de Valtteri Bottas à revenir en Formule 1. Alors oui, on entend son nom aussi du côté de chez Cadillac, mais quand tu regardes la fin de son aventure chez Alfa Romeo, on se sentait plus trop concerné par la Formule 1, le bonhomme, quoi. Ouais, mais on n'est pas au niveau d'un Kimi Raikkonen qui faire voulait la star partir sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Oui, mais parce qu'encore une fois, chez Alfa Romeo, pareil, les têtes pensantes avaient changé. Lui, il est arrivé sous Vasseur, où il y avait un vrai plan, une vraie direction, une vraie dynamique. Ouais, mais tu vois, entre un Bottas, qui a de l'expérience et il n'y a aucun souci là-dessus, mais dont on ne connaît pas forcément encore la motivation, et un Colapinto qui a les dents qui arrive le parquet. Oui, mais après, moi, là où j'ai le plus de doutes, c'est sur l'envie que Bottas aurait de rejoindre Alpine. Retourner en Formule 1, oui, pour moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il veuille. Mais aller chez Alpine... Je pense même effectivement que voilà, il vaut mieux... à date, il vaut mieux attendre le projet Cadillac en 2026. Il est largement... Il est en négociation avec les écuries qui peuvent arriver en 2026, qui arrivent en 2026, pardon. Et il a plutôt qu'effectivement aller chez Alpine. Surtout qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre dans 2, 3 mois, 6 mois qu'Alpine aura été vendu ou Alpine mettra la clé sous la porte. Oui. Là, actuellement, c'est vraiment le. Donc voilà. C'est pas que j'attends cette nouvelle, mais elle me surprendrait, mais absolument pas d'apprendre que c'est. Voilà, tout ça pour dire que Alpine, s'il y a bien un endroit où il ne faut pas aller en ce moment, c'est bien là-bas. Ouais, c'est ça. A contrario, on a une équipe qui fonctionne. De mieux en mieux, non, qui fonctionne toujours au top. C'est McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri qui se sont livrés une belle bataille, notamment sur le premier relais. Fou. Et puis on a failli avoir une très belle bataille pour la victoire en fin de course, justement. Ouais, on a vu déjà une énorme bataille dans les 20 premiers tours entre les deux pilotes. C'était magnifique. Vraiment, ils étaient
l'un derrière l'autre au coude à coude. Ça a duré, c'est ça surtout, ça a duré. Piastri, Norris, et effectivement, ça a duré pendant 20 bons tours. Ouais. On a eu une première tentative de dépassement d'Oscar Piastri dans le 11e tour au virage 3. Il a réussi à dépasser Lando Norris, mais Lando Norris lui est immédiatement repassé devant grâce au DRS au virage 4. Puissance DRS sur la ligne droite entre le virage 3 et le virage 4. Incroyable la distance. Ça permettait de porter des attaques au virage 4. Gagnait à chaque fois sur Norris, c'était hallucinant. Ouais, il revenait si loin à chaque fois. Sur lui, mais il démarrait le tour en général avec 7 dixièmes de retard et puis en fait il était au coude à coude au virage 4. C'était dingue. Et Piastri qui ensuite a compris qu'il pouvait se faire reprendre le DRS dans la troisième zone de DRS par Norris. Donc on l'a vu quelques tours plus tard, au 15e tour. Il a le DRS à l'amorce du virage 1 et du virage 4, mais il reste volontairement derrière Norris pour ne pas justement se faire redoubler par le Britannique. Et on a failli avoir un nouveau crash entre les deux. Ça s'est pas joué à grand chose. Comme à Canada il y a 15 jours. Ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est joué à rien du tout. Parce Piastri qui plonge. Oui, vas-y. Non, je disais juste que Piastri bloquait les roues et pas qu'une seule fois sur cette course-là. Autant au début qu'en fin de course quand il rattrapait les retardataires. Virage 4, Piastri, il a manqué quelques fois de percuter le pilote devant lui. Ouais, là, il est là, effectivement. Il a tenté l'intérieur au virage 4. Sur Norris, mais il a bloqué ses roues et il a manqué vraiment de très très peu d'accrocher l'aileron arrière ou la roue arrière droite du Britannique. Et vraiment, je l'ai vu en live, je me suis dit, oh, pop, ils vont y aller. Et au final, je sais pas comment Norris a réussi à l'éviter, mais on est passé à ça d'un énorme drame chez McLaren. Oui, parce qu'on a dit à Piastri qu'il était libre d'attaquer, de le faire comme il le sentait sur ce début de course, et puis jusqu'à justement ce mouvement où après, quelques tours après, on lui dit bon, on t'a dit que tu pouvais y aller, mais là, t'as dépassé un petit peu les bornes, donc on veut plus revoir ce type de mouvement, s'il te plaît, Piastri. C'est clair. Mais oui, c'est finalement l'arrêt au stand de Norris qui met fin à cette bataille, parce qu'on avait la possibilité d'une tentative d'undercut de la part de Piastri. Ça aurait été une décision discutable du côté de McLaren, dans le sens où, encore une fois, on veut privilégier aucun pilote, mais on fait rentrer le pilote numéro 2 en position en piste pour tenter d'undercutter le pilote de tête. Ça l'aurait mal foutu, je pense, à mon avis. Donc ils ont bien fait, de mon point de vue, de faire rentrer Norris tout de suite. Et puis ça aurait pu finalement se retourner contre eux, dans le sens où les arrêts au stand de McLaren, encore une fois, ce week-end, c'était pas catastrophique, mais on était loin des performances auxquelles ils nous ont habitués il y a quelques saisons. Ouais, mais pour une fois, McLaren, je trouve, a été très bon dans la gestion de stratégie. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, parce qu'ils ont laissé le choix aux deux de s'arrêter quand ils le souhaitaient. Et donc Norris a décidé de s'arrêter. Norris a décidé de s'arrêter quand il le souhaitait. Au 20e tour. Au 20e tour, absolument. Merci. Je recherchais justement. Je sais, j'ai vu que tu étais un petit peu en galère. Je recherchais la note, donc merci beaucoup. Et Piastri, c'est lui aussi également qui a choisi de s'arrêter 4 tours plus tard, au 24e tour. Donc voilà, c'est vrai qu'on a reproché ces derniers temps, notamment lors de la saison 2024, à McLaren de se prendre les pieds dans le tapis au niveau de la stratégie. On se rappelle notamment du Grand Prix d'Italie l'année dernière, où la victoire tendait les bras à McLaren, et finalement, à cause d'une bourse stratégique, Charles Leclerc l'avait emporté devant les deux voitures papaye. Là voilà, cette fois ils ont géré, alors aussi parce qu'ils avaient suffisamment d'avance, ils avaient un sacré matelas. Ils se sont échappés assez vite. Voilà, ils avaient un sacré matelas sur le reste du peloton, donc ça a aidé aussi. Mais voilà, au moins chacun était libre de faire la stratégie de son choix. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage finalement que les deux aient dû s'arrêter, parce que c'est un petit peu tuer le suspense de cette course, puisque Norris a pris une certaine longueur d'avance sur Piastri. Piastri est ressorti des stands avec 5 secondes de retard sur son coéquipier après le premier arrêt. Et après, Norris a pu dérouler tranquillement. Ouais, mais au moins le Piastri était dans le clean air, parce que c'est ce qu'on lui a demandé juste avant qu'il s'arrête. Est-ce qu'il vaut mieux que tu sois juste derrière Norris à 1 seconde 5, ou est-ce qu'il vaut mieux que tu sois à 4 secondes? Et il a dit 4 secondes, t'as le clean air aussi, ça c'est compréhensible, c'est un petit peu plus agréable de rouler dans ces conditions, et puis de le rattraper en fin de course. En fait, ça c'est tout ce qu'il gagnait entre guillemets en étant dans le clean air sur ce deuxième relais, ça allait lui servir en fin de course pour rattraper Norris, et sans les retardataires, sans Alonso et Bortoleto, il y avait possiblement cette bataille dans l'avant-dernier tour ou dans le dernier tour pour la victoire. Ouais, effectivement, on peut en parler d'ailleurs, cette manœuvre, de cette sortie des stands de Oscar Piastri après son deuxième arrêt. Il se retrouve dans le trafic juste devant Tsunoda et Colapinto, comme tu l'as dit. Non, je parlais justement d'Alonso et Bortoleto, parce qu'à la toute fin ils reviennent, mais c'est vrai qu'avant ça il y a. Oui, mais pour moi c'est pas ça qui empêche Piastri de revenir. C'est plus Colapinto. Ouais, je vois. Pour moi c'est plus ça, parce que Colapinto qui pousse dans l'herbe, il avait pas vu Piastri débouler sur sa droite, parce qu'il était en pleine bataille avec Tsunoda, et il a tassé Piastri dans l'herbe. Là il a perdu au moins une bonne seconde, pour ne pas dire une seconde et demie sur mais ça aurait pu mal finir. Cette manœuvre, ça aurait pu très mal finir effectivement. Mais c'est au moins voilà, McLaren a laissé le choix à ses pilotes et ne s'est pas planté sur la stratégie, et a surtout maximisé les points, parce que voilà, premier, deuxième,
pouvez pas faire mieux. Quand tu as un pilote qui finit pas la course juste avant, alors que tu es largement favori pour remporter la plupart des courses, c'est pas difficile dans le sens où comptablement tu t'en sors parce que tu as encore une grande avance, oui, on l'avait dit lors du dernier épisode. Mais peut déjà leur donner le trophée constructeur. Parce que plus de 200 points d'avance. Ils ont tellement d'avance, c'est irrattrapable. Je vois pas comment ils pourraient leur échapper. Mais juste en termes d'image. Il y a 210 points pour Ferrari, 417 pour McLaren. Voilà. Donc il y a 207 points d'avance. Ça va. Ils ont de quoi revenir. Toute proportion gardée, ce que je voulais dire, c'est que quand tu as en effet la voiture dominante et puis les 2 très très bons pilotes aux avant-postes qui ne scorent pas de points, c'est qu'il y a un souci à l'image de ce que pouvaient faire Prost et Senna à l'époque McLaren. Encore une fois, toute proportion gardée. L'époque de nos darons. Ouais, finesse. On enchaîne sur quoi après ? Après, en fait, ah oui, si, Kimi et Max. Et puis après, je crois qu'on a fait le tour. En vrai, on a construit bizarrement ce podcast. Ouais. T'as commencé par Williams. Ouais. En fait, on fait McLaren à la fin, c'est rigolo. Ouais, mais parce que je voulais commencer par Williams. Parce que je voulais justement parler de ça au début. Tu dis, là, pour lancer, tu dis un petit mot sur Verstappen quand même, parce qu'il a été le grand absent de cette course, mais pas de sa faute. Vas-y. On a combien de minutes là ? On est à 25. Donc là, on peut conclure tranquillement. Tranquille. On est bon. Puis un petit mot sur l'écurie qui jouait à domicile aussi, qui roulait à domicile, Red Bull, avec Yuki Tsunoda hors des points, et puis Max Verstappen, qu'on a vu rouler que quelques dizaines de mètres finalement, puisqu'il y a eu cet accrochage avec Kimi Antonelli au virage numéro 3, où Kimi Antonelli a sorti un freinage bien trop tardif pour aller percuter le pilote néerlandais, et puis résultat, les 2 pilotes en dehors de la course. Ça m'a rappelé les plus belles heures de Pastor Maldonado. Ah non, mais ce bon vieux Pastor. C'est vrai que quand je vois le freinage sur le ralenti, c'est pas délirant, possible. C'est pas possible. Il arrive comme un boulet de canon au virage 3 et la voiture elle est inarrêtable. Il freine bien trop Verstappen, tard. Il manque de percuter Lawson aussi. Ça aurait pu être bien plus dramatique pour la course. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à comprendre comment il a pu s'en sortir, le Néo-Zélandais. Tant mieux pour lui, cela dit, mais ouais, c'est une manœuvre. Voilà. On le savait que Antonelli, malgré tous les tests qu'il a pu faire au préalable avant d'entrer en Formule 1, le fait qu'il a été énormément formé et suivi par Mercedes, il allait faire quelques erreurs dans la saison. Oui, c'est une erreur planter les caisses de temps en temps, de jeunesse. C'est ça. Erreur d'expérience de jeunesse. Il a mal apprivoisé le virage, voilà, c'est juste ce qui arrive. D'ailleurs, on n'a pas tenu rigueur. Exactement, voilà, j'allais dire Max Verstappen, qui est quand même pas le plus calme des pilotes sur la grille. Ça m'a surpris quand même. Il est sorti, il est tout de suite allé le voir, il n'y a pas de souci, tout va bien, il n'y a pas du tout d'embrouille entre les deux. Il a ensuite expliqué en zone mixte que c'est normal, que c'est des erreurs de jeunesse et que ça arrive, et que je pense que Max s'est vu en fait dans ses premières années en F1. C'est possible, parce que, lui aussi, on se souvient il tentait bien pire que ça. Il a fait des manœuvres de fou furieux, faut le dire. Je pense, là j'ai en tête en parlant son accident à Monaco, je crois que c'était en 2016. Si avec Romain Grosjean. Avec Romain Grosjean, où il percute l'arrière droit de Romain Grosjean, et qui il explose sa Toro Rosso dans le mur à Sainte-Dévote. Voilà, c'est les erreurs de jeunesse, ça arrive. Et après, voilà, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir Max Verstappen dans cette bataille avec les McLaren. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que les deux étaient complètement seuls au monde et personne ne discutait avec elle. Et puis surtout, Verstappen qui était déjà en très mauvaise posture pour le titre. Ouais, c'est là-dessus que ça me dérange. C'est que je me dis qu'il a dit adieu pour le titre. Exactement. Je me suis fait la même réflexion où tu vois, je me suis dit est-ce que ça lui est passé par la tête au moment où il descend de la monoplace ? Pas sûr, parce que t'es quand même dans ta course à ce moment-là. Mais là, ça y est, tu dis normalement adieu au titre parce que t'es pas sûr que devant, il faudrait qu'il se plante plusieurs fois pour que toi tu puisses revenir. Ça me paraît compliqué. Verstappen est 3e au championnat avec 155 points et Oscar Piastri, le leader, a 216 points. Donc il a, si je fais les calculs dans ma tête, il a 111 points de retard sur Oscar Piastri. Ça fait plus de 4 Grands Prix. Imaginez, il faut 4 Grands Prix où Verstappen signe la première place. Et 4 Grands Prix où Piastri soit ne termine pas dans les points, soit abandonne, ça me paraît sachant qu'il y a aussi Norris qui est là, donc sachant que j'ai pas compté Norris qui est 2e, mais qui a aussi un certain nombre de points d'avance sur Verstappen. Il a 201 points Norris, donc il a 46 points d'avance sur Verstappen. Donc je pense que malheureusement c'est mort, il n'aura pas. Ça va se jouer entre les deux pilotes McLaren. Absolument, c'est ça. Et espérons que ça aille jusqu'au bout, parce que McLaren entretiennent le suspense jusqu'au bout, parce que franchement pour l'instant on se régale, c'est une très belle saison qu'on vit, des vainqueurs qui changent pratiquement à chaque course. Après, donc c'est moi cool. Je suis tatillon, mais vraiment ce que j'aurais adoré c'est évidemment avoir un pilote d'une autre écurie se mêler à la bataille. C'est clair. Après la saison qu'on a eu la saison dernière, Verstappen qui a vraiment optimisé les points en début de saison avec la Red Bull qu'il a cette année.
voilà, ça commence à pêcher un petit peu sur la durée. Donc voilà, mais ça n'enlève rien à la qualité des batailles auxquelles on a droit entre Piastri et Norris et la lutte pour le championnat. Au moins, voilà, c'est pas comme lors des années de règne de Verstappen où lui il était vraiment tout seul, que le deuxième pilote n'était pas là et on savait après 5 courses qu'il était champion du monde. Là, voilà, ça reste quand même difficile de savoir qui de Norris ou Piastri sera champion du monde cette saison. Ouais, écart très serré. Ça, c'est cool quand même. Justement, en parlant des écarts, tu vas nous faire un petit point sur les classements pilotes et constructeurs pour terminer cet épisode sur le Grand Prix d'Autriche, Baptiste. Bien sûr, donc Oscar Piastri est toujours leader de ce championnat du monde avec 216 points d'avance. 14 points d'avance sur Lando Norris qui est deuxième avec 201 points. Verstappen est donc troisième avec 155 points, suivi par George Russell et Charles Leclerc. Lewis Hamilton est sixième, suivi par Kimi Antonelli. Alex Albon est 8ème. Et du côté de nos Français, Esteban Ocon est 9ème avec 23 points. Isaac Hadjar 11ème avec 21 points. Et Pierre Gasly est 16ème avec 11 points. Du côté des constructeurs, donc McLaren qui fonce encore un peu plus vers le titre constructeur avec 417 points, suivi par Ferrari avec 210 points. Mercedes est 3ème avec un petit point de retard sur Ferrari avec 209 points. Suivent Red Bull, Williams et Racing Bulls. As est 7ème, Aston Martin 8ème. Sauber est avant-dernier et notre bonne écurie française Cocorico 10ème et dernière, Alpine avec 11 points. Ouais, on commence à être habitué à voir Alpine au fond des classements et puis ça risque de perdurer malheureusement. Non mais moi j'attends que tu reviennes, tu prennes le volant à Spa. Je suis sûr que tu vas les faire monter dans les points. Encore une fois, moi je suis bon que sur F1 2025 et encore. Oh, je pense que ça suffit. À mon avis, ils doivent pas regarder. Je pense que les RH chez Alpine doivent pas regarder grand chose pour le CV. Et je tenterai ma chance. Merci beaucoup Baptiste pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine après le Grand Prix de Silverstone. Et puis nous, on vous donne rendez-vous justement après ce prochain Grand Prix. À très vite. Ciao.